Alors, dans ce document théorico-pratique, on va parler des parcours des arbres binaires. Donc, on va commencer par résumer les concepts de base. Donc, on avait un nœud gauche, un nœud droite. Donc, la gauche de 12, c'est 8. La droite de 12, c'est 13. Le parent de 12, c'est 5. Les descendants de 12, c'est 8, 13 et 6. La racine de 12, c'est 20. La racine de 20, c'est 20 lui-même. L'espèce de 12, c'est un embranchement. L'espèce de 6, c'est une feuille. L'espèce de 8, c'est une tige gauche. Les feuilles du sous-arbre 12, c'est 6 et 13. Les embranchements du sous-arbre 20, donc de l'arbre au complet, c'est 25, 25 et 12. La droite de 8, on a nul, et les embranchements de 8, c'est l'ensemble vide. Ensuite de ça, la taille de l'arbre au complet, c'est 10. La taille de l'arbre nul, c'est 0. Et la taille de n, c'est la taille de ce qu'on de sous-arbre gauche, plus la taille du sous-arbre droit, plus 1, qui est une propriété récursive, une formule récursive. La profondeur du sous-arbre 6, du nœud 6 dans l'arbre, c'est 4. 1, 2, 3, 4. La profondeur de 6 par rapport à 12, c'est 2. La hauteur de 20, c'est 5. La hauteur de l'arbre ici, de l'arbre complet, c'est 5 parce qu'il y a 5 couches. La largeur de l'arbre 20 a une profondeur 1. Ici, c'est 2. Ça, c'est la profondeur 0. 1, 2, 3, 4. La largeur de 20 tout court, c'est 4. C'est la largeur de la couche. Parmi toutes les couches, c'est celle qui est la plus large. Donc, le nœud plus gauche de 20, c'est 3. Et le nœud plus droite de 20, c'est 28. Donc, on arrive maintenant au parcours d'un arbre binaire. Donc, en anglais, Binary Tree Traversal. Donc, il y a de nombreuses manières de parcourir. Il y a de nombreuses manières, je devrais dire classiques, parce que c'était vraiment ça. Sinon, on est dans le classique du classique des structures de données. Donc, il y a de nombreuses manières classiques de parcourir un arbre binaire. Il y a la largeur d'abord, il y a la profondeur d'abord. Après ça, on peut s'y prendre soit par la gauche, soit par la droite. Donc, en profondeur d'abord, il y a 3 façons distinctes de le faire. Une façon qu'on appelle le pré-ordre, l'autre qu'on appelle l'en-ordre, l'autre qu'on appelle le post-ordre. Donc, le parcours en largeur d'abord, qu'on appelle en anglais breadth first search, il y a breadth first search puis breadth first traversal. Donc, le parcours en largeur d'abord, c'est le plus simple qui est à comprendre, mais c'est aussi le plus difficile à coder. Il n'est pas très difficile, mais plus difficile que les autres. Donc, l'idée, c'est de procéder couche par couche en commençant par le haut de l'arbre, c'est-à-dire la racine, et en procédant de gauche à droite. Donc, on part de là, F, B, G, A, D, I, C, E, H. Okay. Donc, ça, c'est le parcours en largeur d'abord de notre arbre. Donc, il existe aussi des parcours possiblement alternatifs. Par exemple, on pourrait partir de la gauche puis alterner la gauche et la droite à chaque fois. Donc, là, on aurait ce genre de parcours-là. Donc, il y a plusieurs variantes possibles. Une autre variante, ce serait de toujours parcourir à partir de la droite au lieu de parcourir à partir de la gauche, couche par couche. Ensuite de ça, pour ce qui est de la profondeur d'abord, qu'on appelle Depth First Traversal, on commence par la racine et on descend par la gauche de l'arbre pour visiter tous les nœuds de l'arbre. Donc, on commence ici par la racine F. On descend ici comme ça. On parcourt. On passe par F, par B, par A, par D, par C, par E. On revient comme ça. On continue. On trouve G, I, H. Puis on finit comme ça notre parcours jusqu'à temps de sortir. Okay? Tous les arbres peuvent être parcourus de cette façon-là. Donc ça s'appelle le parcours en profondeur d'abord. Donc maintenant, pour distinguer les parcours qu'on appelle pré-ordre, en ordre et post-ordre, la seule chose qui distingue ces 3 parcours-là, c'est le moment où on va, en quelque sorte, regarder qu'est-ce qu'il y a dans notre nœud. Qu'on va marquer, il y en a qui vont dire qu'on va marquer notre nœud, ou qu'on va regarder qu'est-ce qu'il y a dans notre nœud, ou qu'on va traiter le nœud en question. Donc dans le parcours en pré-ordre, on traite le nœud dès qu'on le rencontre.
Dans le parcours en ordre, on traite le nœud après avoir visité la branche gauche. Et dans le parcours post-ordre, on traite le nœud après avoir visité les branches gauche et droite. Donc, par exemple, dans le préordre, qu'on appelle aussi le parcours NGD, donc nœud gauche-droite, qu'est-ce qu'on fait? On descend dans notre parcours en profondeur et ici, tout de suite, on rencontre le nœud F. Donc, on traite le nœud F, ça va donner F. On continue à descendre, on traite le nœud B. On continue à descendre, on traite le nœud A. On revient comme ça. B a déjà été traité, on ne le touche pas. Pouf, on rencontre D pour la première fois, on traite le nœud D. Pouf, on rencontre le nœud C pour la première fois, on traite le nœud C. On continue, D, on l'a déjà vu. E, on le rencontre pour la première fois, on le marque. Donc ici, c'est ça. F, B, A, D, C, E. F, B, A, D, C, E. Là, on continue, on revient. D, on a déjà vu. B, on l'a déjà vu. F, on l'a déjà marqué. Pouf, G, on le rencontre pour la première fois. Clouc, on le marque. Donc ici, on obtient le G. Après ça, on rencontre I. Après ça, on rencontre H. Après ça, I, on l'a déjà marqué. G, on l'a déjà marqué. F, on l'a déjà marqué. Puis pouf, on finit notre parcours. Donc ça, c'est le parcours en préordre, qu'on appelle aussi NGD pour nœud gauche-droite. Okay. Ensuite, ça, le parcours en ordre. Donc lui, on va marquer notre nœud au retour de la branche gauche. Donc on descend, on descend, on descend, puis pouf, quand on passe en bas du nœud, on le marque. Donc ici, on passe en bas du A, on marque le A. Après ça, on passe en bas du B, on marque le B, on continue, on continue. On passe en bas du C, on marque le C, on marque le D, on marque le E, on marque le F, on marque le G, on marque le H, on marque le I, puis on termine. Et on ne l'appelle pas le parcours en ordre pour rien, c'est vous regardez les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I. Donc, il y a une petite passe-passe par rapport à ça, mais c'est un truc qu'on ne peut pas expliquer plus loin. En fait, on va approfondir ça dans un document ultérieur, si on a le temps. Finalement, le parcours post-ordre, on marque le nœud à la fin. Donc, quand on revient de la branche droite, donc on descend, on descend, on descend, on descend, pouf, on marque le nœud quand on passe à droite du nœud. Donc ici, on marque le A, on descend, on descend, on descend, on marque le C, on marque le E, on marque le D, on marque le B. En fait, on marque le nœud au dernier moment possible avant de le quitter pour la dernière fois. OK? Ça, c'est le parcours en préordre. Donc ici, on quitte le B pour la dernière fois, on passe au F, on passe au G, on passe au I, on passe au H. Juste avant de quitter le H, on marque le H. Avant de quitter le I, on marque le I. Avant de quitter le G, on marque le G. Et avant de quitter le F, on marque le F, puis on a fini. Donc ça, c'est le parcours en post-ordre qui va donner l'ordre A, C, E, D, B, H, I, G, F. Donc si on veut résumer, préordre, en ordre et post-ordre, donc ce qui distingue ces trois parcours-là, c'est le moment où le nœud est marqué. Donc en préordre, on marque le nœud dès que possible, dès qu'on le rencontre, ça correspond au point rouge dans le diagramme que vous avez ici. En post-ordre, on marque le nœud au dernier moment possible, ce qui correspond au point vert dans le diagramme que vous avez ici. Et le parcours en ordre, on marque le nœud en revenant de la branche gauche s'il y en a une, et avant de rentrer dans la branche droite s'il y en a une, ce qui correspond au point jaune que vous avez ici. Donc, il y a aussi moyen de faire un parcours en commençant par la droite. Donc, par exemple, ici, on pourrait effectuer un parcours en commençant par la droite qu'on appellerait du type droite-nœud gauche. Donc, on va à droite, on marque le nœud, et après ça, on va à gauche. Donc, on descend, on descend, on descend, pouf, on marque notre nœud, pouf, on marque notre nœud. Donc, I, H, G, F, on continue, E, D, C, B, A, puis on termine. Ce qui nous donnerait I, H, G, F, E, D. En fait, c'est A, B, C, D, E, F, G, H, I, mais à l'envers. Donc, c'est un parcours en ordre inverse. Maintenant, les algorithmes. Donc, les algorithmes récursifs pour parcourir en profondeur sont d'une simplicité et d'une élégance tout à fait déconcertantes. Donc, c'est vraiment la magie, je dirais, des arbres binaires.
Donc, si vous allez sur Wikipédia, vous allez voir les différents algorithmes. Donc, moi, en fait, j'ai simplement copié, collé ce que vous retrouvez sur Wikipédia. Donc, le parcours en préordre d'un nœud, le nœud étant en commençant par la racine de l'arbre, si on veut. Si le nœud est nul, on retourne, on n'a plus rien à faire là. Sinon, visiter le nœud, ça veut dire marquer le nœud, donc on fait quelque chose avec le nœud. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait un parcours en préordre à gauche, suivi d'un parcours en préordre à droite. Donc, quand on dit que le préordre, c'est le parcours N, nœud, gauche, droite, mais c'est ça, visite nœud, préordre à gauche, préordre à droite, nœud, gauche, droite. En ordre, donc notre nœud, qu'est-ce qu'on fait? Donc, si le nœud est nul, on retourne, plus rien à faire là. Sinon, on visite à gauche, on marque le nœud, puis après ça, on visite à droite. Finalement, le post-ordre, si le nœud est nul, on n'a plus rien à faire là. Sinon, on visite à gauche, c'est-à-dire on parcourt à gauche, on parcourt à droite, puis après ça, on marque notre nœud. Donc ici, c'est au dernier moment possible. Ici, c'est dès que le nœud est rencontré. Puis ici, c'est entre le moment de visiter à gauche, de parcourir à gauche et le moment de parcourir à droite. On va faire quelque chose avec notre nœud, on va le visiter en quelque sorte. Donc pour ce qui est maintenant des algorithmes itératifs, donc je vous ai déjà dit, et je vous le répète parce que ça reste toujours vrai, je vous ai déjà dit que pour tout algorithme récursif, on peut coder un algorithme équivalent qui est itératif. Et l'inverse est aussi vrai. Donc, dans notre cas ici, on a notre algorithme préordre qui va visiter le nœud, faire un préordre à gauche et un préordre à droite. Donc, le même algorithme qui permet de faire un parcours préordre, mais de manière itérative, que vous voyez ici, itérative preorder, donc itératif préordre. On commence, si le nœud est nul, on arrête là. Si l'arbre est nul, on arrête là. Sinon, ça va nous prendre, parce que ici, le préordre est basé sur la magie de la récursivité et de la pile d'exécution de la machine. Donc, si on n'a pas accès à la pile d'exécution de la machine, on est obligé de simuler l'utilisation d'une pile en créant une pile dans notre programme. C'est pour ça ici que dans le parcours itératif préordre, on se crée ici une pile. Okay, c'est marqué empty stack. Donc, on se crée une pile et après ça, on pousse dessus la racine de notre pile, de notre arbre, pardon. Après ça, tant que l'arbre n'est pas vide, okay, qu'est-ce qu'on fait? On fait un pop pour aller chercher qu'est-ce qu'il y a dedans. On visite le nœud. Et après ça, si le nœud, s'il y a quelque chose à droite, on va pousser ce qu'il y a à droite. Puis s'il y a quelque chose à gauche, on va pousser ce qu'il y a à gauche. Puis après ça, on continue la boucle while. OK? Donc, pour ce qui est de la largeur, donc, en ce qui concerne le parcours par largeur, il est soit, on peut aussi le faire de manière récursive ou itérative, mais dans les deux cas, ça nécessite l'utilisation d'une structure de données complémentaire pour réussir à faire ce parcours-là. On ne peut pas le faire de manière récursive simple comme on a le parcours en profondeur. Donc l'algorithme itératif dans ce cas-là est le plus simple. Il nécessite l'utilisation d'une file, donc en anglais d'une queue. Donc en français, queue, ça fonctionne aussi en quelque sorte. Donc qu'est-ce qu'on fait pour, ici c'est marqué level order, mais le level order c'est le parcours en largeur. Donc, pour le parcours en largeur, on se crée d'abord une file vide. Après ça, on va ajouter la racine dans cette file-là. Tant que la file n'est pas vide, qu'est-ce qu'on fait? On enlève, on défile le premier élément, on prend le premier élément qui est dans la file, on le visite. Après ça, si le nœud à gauche, s'il y a quelque chose à gauche, on le met dans la file. S'il y a quelque chose à droite, on le met dans la file. Puis après ça, on continue la boucle. OK? Application. Donc, une première application possible de ce fameux parcours, c'est, par exemple, dans un arbre binaire de recherche, le parcours en ordre de l'arbre va permettre de lister les nœuds en ordre croissant des clés. Donc, ça, c'est une caractéristique excessivement intéressante qui fait en sorte qu'on peut avoir un arbre qui, en même temps, contient des éléments qui sont triés, puis ça peut permettre de faire des recherches rapides dans un arbre trié. Contrairement à la structure dictionnaire qui n'est pas triée. Okay?
Et bien entendu, le parcours inverse va permettre de lister les nœuds en ordre décroissant de clés. Donc ça, c'est une première application. Une autre application, c'est que c'est l'application des arbres, des parcours aux arbres syntaxiques et aux expressions arithmétiques. Donc, dans les compilateurs ou les interpréteurs, pour les langages informatiques, les expressions que vous avez, les expressions mathématiques que vous retrouvez dans ces langages-là, sont stockées dans des arbres syntaxiques. En fait, il n'y a pas juste ça qui est stocké dans les arbres syntaxiques. Tout votre code est stocké dans un arbre syntaxique immense. Okay? Mais je ne veux pas nécessairement rentrer là-dedans ici. Là, on va s'occuper uniquement des expressions arithmétiques. Donc, dans un arbre syntaxique, le parcours en ordre va représenter l'expression mathématique dans une notation infixée, donc naturelle et courante. Là, je vous dis ça de même, puis probablement que ça ne vous dit absolument rien dans votre tête, parce que c'est normal. Okay? On va rentrer, je vais donner des exemples après, vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc, en ce qui concerne le parcours préordre, ça va représenter une notation qu'on appelle la notation polonaise ou préfixée, puis qui est utilisée dans certains langages de programmation comme le Lisp. Donc, c'est pas juste vous êtes habitué à une notation comme vous voyez en C#, puis comme vous voyez en Python, et comme vous voyez en JavaScript, et en PHP, et en Java, mais il existe des langages de programmation plus marginaux qui utilisent une notation qui est différente. Okay? Donc, parmi ces langages-là, on retrouve le langage Lisp, qui utilise une notation préfixée, et on retrouve Lisp et sa famille, et on retrouve le langage, par exemple, Fortran ou PostScript, qui utilise une notation postfixée. Donc, la notation postfixée s'appelle aussi notation polonaise inverse, que des fois, vous allez voir RPN, donc Reverse Polish Notation. Donc, question et remise. Donc ici, je vous pose certaines questions. Donc, vous devez ici compléter les parcours que vous avez dans cet arbre ici. Donc, le parcours en ordre. OK, donc 1, peut-être pas ça, on y va ici. 4, 2, 7, 5. Là, il faut finir. Il faut finir le parcours, il faut mettre les 9 chiffres. Préordre, post-ordre, il faut finir en ordre inverse, préordre inverse, post-ordre inverse, largeur, droite vers gauche. Donc, vous devez continuer les séquences que vous avez ici pour écrire les 9 chiffres. Une fois que vous avez fait ça, vous répétez la même chose, mais avec l'arbre que vous avez ici. En ordre, préordre, post-ordre, en ordre inverse, préordre inverse, post-ordre inverse, largeur, droite vers gauche. Ensuite de ça, vous allez écrire des arbres syntaxiques. Là, je donne un exemple ici. Donc, ici, c'est l'expression, c'est-à-dire l'expression en ordre, l'expression préordre, l'expression post-ordre, l'expression infixée, l'expression préfixée et l'expression postfixée. En général, dans les expressions postfixées, on ne met pas de parenthèses parce que les parenthèses sont facultatives. Dans les expressions infixées et préfixées, il faut mettre les parenthèses. Donc, par exemple, ici, on a un arbre syntaxique qui nous dit de commencer par additionner 2 et 3, après ça de multiplier par 9, puis après ça d'additionner 7. Donc on l'a ici, on commence par faire 2 plus 3, on multiplie par 9, puis on additionne 7, puis on met des parenthèses. Donc ça, c'est le parcours en ordre de notre arbre en mettant des parenthèses. Donc si on fait le parcours en ordre, qu'est-ce qu'on fait? On arrive ici, 2 plus 3 fois 9 plus 7. Ça, c'est le parcours en ordre. 2 plus 3 fois 9 plus 7. Le parcours préordre, c'est qu'on met les opérateurs devant les nombres. Okay, donc, vous l'avez ici. On commence par faire plus 2, 3 pour additionner 2 et 3. Après ça, on multiplie le résultat de ça avec 9. Puis après ça, on additionne le résultat de tout ça avec 7. Donc, plus fois plus 2, 3, 9, 7. Plus fois 2, plus fois plus 2, 3, 9, 7, mais en mettant des parenthèses. Donc, à chaque fois qu'on quitte un opérateur, on met les parenthèses. Finalement, post-ordre. OK. Post-ordre, on énumère directement en ordre en poste, mais on n'a pas besoin de mettre des parenthèses cette fois-là. Donc, on y va. On va faire 2, 3 plus. Donc, 2, 3 plus, ça va donner 5. Après ça, 9 fois 5, 45. 7 plus 52. OK? Donc, ça donne tout le même résultat. Ça, c'est la notation infixée, la notation à laquelle on est habitué, nous autres, en tant qu'humains. Ça, c'est la notation préfixée,
qui est utilisé par les langages comme le Lisp, et ça, c'est la notation postfixée, ou RPN, notation polonaise inverse, qui est utilisée par un langage comme le Forth. Donc, vous allez maintenant me produire l'expression infixée, préfixée et postfixée qui correspond à l'arbre syntaxique que vous avez ici. Ensuite de ça, on va mettre en pratique le tout. Donc, vous allez aller sur un site qui s'appelle repl.it. Donc, REPL pour Read, Eval, Print, Loop. Mais c'est un site sur lequel vous pouvez écrire plein de programmes dans toutes sortes de langages. Donc, vous allez aller là-dessus. Si vous avez un compte Google, vous pouvez vous loguer avec votre compte Google. Si vous avez un compte GitHub, vous pouvez vous loguer avec votre compte GitHub. Et si vous avez un compte Facebook, vous pouvez vous loguer avec votre compte Facebook. Si vous n'avez aucun de ces trois comptes-là, ce qui me surprendrait énormément, vous pouvez toujours vous créer votre propre compte. Okay? Donc, l'idée, c'est que vous vous loguez sur repl.it. Une fois que vous avez fait ça, vous allez créer un premier REPL en Node.js. Donc, vous l'avez ici, vous allez vous créer un premier REPL en Node.js. Et dans ce REPL-là, vous allez écrire votre programme ici. 2 plus 3 fois 9 plus 7. Okay, ça, c'est ce qu'on a ici. 2 plus 3 fois 9 plus 7. C'est l'expression infixée que vous avez ici. Okay. C'est pas cette expression-là que vous allez indiquer. Vous allez mettre l'expression que vous avez ici. Okay, parce que là, je ne veux pas que vous répétez bêtement qu'est-ce que j'ai fait. Vous allez utiliser ce que vous avez ici. Donc, vous allez répéter ce que vous avez ici. Et vous allez calculer la valeur ici de votre expression. Et comme vous voyez ici, une fois que vous l'avez calculé, il y a un bouton ici pour exécuter. Vous exécutez votre affaire et moi, ça va m'afficher 52 parce que c'est le résultat de 2 fois 9, 2 plus 3 fois 9 plus 7, ça m'affiche 52. Mais vous, ça va vous afficher votre résultat, okay, qui va être différent de 52. Donc, vous allez faire une saisie. Dans votre saisie, qu'est-ce que je veux voir? Je veux voir votre nom, votre logo si vous en avez un. Ça se peut que ce soit un logo arbitraire. Moi, c'est mon propre logo. Mais c'est ça. Mettez le logo, c'est pas important votre logo. Je veux voir votre nom. Je veux voir le langage. Donc ici, c'est JS, JavaScript. Donc index.js. Et je veux voir le code. Et je veux voir la réponse. C'est ça que je veux voir dans votre saisie. OK? Donc vous me faites ça ici. Donc là, vous avez fait l'expression infixée. Ensuite de ça, on va faire une expression préfixée en utilisant un langage qui s'appelle Clojure, qui est un langage de la famille du Lisp. Donc, en passant, Clojure est quand même un langage assez populaire. Si jamais vous vous posez la question, c'est un langage assez populaire. Si jamais vous allez voir sur des différents benchmarks, pas des benchmarks, mais des classifications des langages les plus utilisés, Clojure arrive probablement dans les 30 premiers langages. Donc, c'est assez commun, mais sans dire mainstream. Okay? Donc, Clojure, c'est un langage de la famille du Lisp qui roule sur la Java Virtual Machine, la JVM. Donc, vous allez procéder comme pour JavaScript, la diapo précédente, mais vous allez exécuter l'expression préfixée avec le langage Clojure. Donc, vous voyez ici mon expression préfixée, moi, en termes de 2 plus 3 fois 9 plus 7, en notation préfixée, et vous voyez ici la sortie quand j'exécute. Ça m'écrit Clojure 1.8.0, blablabla, et le résultat 52. Évidemment, c'est le même résultat que l'autre. Mais ça vous montre que Clojure, lui, c'est comme ça qu'il fonctionne. Il fonctionne avec une notation préfixée, comme le Lisp. Okay? Donc, vous allez mettre votre expression ici, pas celle-là, mais l'autre qui vous donne un résultat différent que vous avez ici, élaboré ici. Okay? Donc, la préordre que vous avez ici, vous copiez-collez ici dans Clojure et ça devrait vous donner un résultat qui devrait être le même que celui du JavaScript, évidemment. Ensuite de ça, on va utiliser un autre langage qui s'appelle le Forth. Donc, le Forth, c'est un langage de programmation minimaliste qui peut fonctionner dans un environnement extrêmement limité en ressources CPU et mémoire. Donc, pour cette raison-là, il a été utilisé dans des systèmes embarqués comme à la NASA et dans des satellites. Donc, sa première utilisation fut pour programmer un radiotélescope de Kitt Peak en Arizona. Okay. Donc, vous allez aller, encore une fois, sur le site de REPL, vous allez créer un REPL en Forth. Donc ici, c'est marqué Forth RPN Example. Okay. Donc, vous allez créer un truc en Forth. Vous voyez ici main.fth.
Et vous allez écrire votre expression postfixée cette fois-là, 2, 3 plus, 9 fois 7 plus. OK, qui a de l'air étrange, mais oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est la notation postfixée. Vous allez exécuter ça en for, et ça va vous afficher ici JS for, blablabla, et le résultat 52. Parce qu'évidemment, ça donne toujours le même résultat, vu que c'est de la bonne façon que ça a été écrit. Donc, vous, ça va vous donner un résultat différent, parce que ce n'est pas la même expression, mais vous allez me faire votre saisie. Et vous allez maintenant valider que vous obtenez les mêmes résultats ici, ici et ici. Donc, vous m'indiquez ici votre résultat que vous avez obtenu dans ces trois trucs-là, qui devraient être la même chose dans chaque cas. Quand vous avez terminé, vous mettez vos points ici, donc 2 points, etc. Quand vous avez tout fait comme il faut pour vous donner un grand total de 10 points. Et voilà, c'est fini.